Voici Bangkok, capitale de la Thaïlande, une ville animée où tout se mélange. Centres commerciaux luxueux, gratte-ciel, vie nocturne débridée et vente de nourriture sur les trottoirs. D'habitude, les gens de chez nous ne viennent ici qu'1 ou 2 jours au maximum. Mais que se passerait-il si l'on décidait de s'installer ici pour toujours, d'épouser une Thaïlandaise, d'envoyer son fils dans une école thaïlandaise et d'essayer de gagner sa vie à Bangkok? C'est le sujet de cet épisode. Les femmes thaïlandaises sont la fierté de notre planète et des hommes du monde entier viennent ici pour trouver l'amour. Certains cherchent une compagne pour la vie, d'autres, tout au plus, pour une nuit. Quoi qu'il en soit, les Thaïlandaises regardent toujours les Européens avec intérêt. Tu vois, les filles sont toujours accueillantes et la peau blanche est considérée par les Thaïlandais comme un symbole de prospérité. Grain à la peau claire. Pour les Thaïlandaises, c'est, on peut dire, l'un des idéaux de beauté. Quand une Thaïlandaise épouse un bel homme blanc, toutes ses amies la jalousent. Et au mariage, il y a au moins 400 invités. Mais en réalité, les jeunes mariés reçoivent très peu de cadeaux. 3 $ la famille. Voici Vassili. Avec son épouse thaïlandaise, il élève un fils, Mikhail, et ils ont une entreprise. On s'occupera des femmes, mais il faudra aussi manger. Et la nourriture en Thaïlande est particulière, voire même choquante. Regarde ces épines qu'elle a sur le derrière, elle a des ailes. On dirait une sorte de sauterelle. Le principal, c'est de ne pas y penser. C'est comme des chips trop grillés, des histoires de canards. Et cette fille, c'est une transe? 50-50. Abonne-toi à Vova Karmanov sur tous les réseaux sociaux et plongeons dans le Bangkok juteux et puissant. C'est parti! 3 par 3. Eh ben dis donc! Inutile de préciser que la Thaïlande, c'est un immense food court à ciel ouvert. Même à l'aéroport, tout ressemble à la rue. Viande, graisse et fruits de mer. Ce pays, c'est un paradis de la nourriture bon marché. Ici, c'est déjà un quartier résidentiel classique de Bangkok, un immense centre d'affaires moderne, entouré de maisons en contreplaqué où vivent de simples Thaïlandais. Les agents de sécurité, les voituriers et les vendeurs se préparent à une nouvelle journée de travail. C'est ici que vit Vassili avec sa famille. Il vient tout juste de sortir son fils Misha du lit et le prépare pour l'école. Avant de partir, Misha joue avec ses jouets. Comme il y a la climatisation dans chaque classe, il faut absolument un pull chaud, un cahier de dessin. Ça c'est pour les maths. Tout ça se ressemble. Multiplication, oui. Un cahier général, ça? Toutes sortes de petits dessins faits à la main, des fleurs. Aujourd'hui à l'école, il y aura un cours de culture générale et une leçon de respect pour les aînés. Aujourd'hui, nous avons les sciences sociales, la religion et la culture. Misha est en 2e année, apprend 2 langues, le thaï et l'anglais. Mais il ne parle pas russe. On prend de l'eau avec nous et aussi la carte d'élève sur laquelle il y a un certain solde. Et tu utilises cette carte pour payer, voilà, pour acheter par exemple du thé, de l'eau, des petites choses comme ça. Café. Les cantines, oui. L'école de Misha est religieuse, chrétienne, et même sur son uniforme, il y a Jésus-Christ. Nous allons tous les 3 à l'école sur un scooter. À Bangkok, c'est normal. À côté, des médecins et enseignants vont au travail à moto. Les ingénieurs et ouvriers, eux, voyagent dans la benne d'un camion en prenant leur petit déjeuner avec des bananes. Les écoliers font des provisions avant l'école, les chauffeurs de taxi dorment devant l'école, tandis que nous arrivons en scooter devant l'entrée. Ici, il y a des affiches chrétiennes et une statue de la Vierge Marie dans le bureau de la directrice qui montre à Mikhail comment faire le signe de croix. Quelques instants sont consacrés à la méditation. On salue l'enseignant avec une révérence respectueuse. Avant les cours, il y a un rassemblement et l'hymne. Il y a une immense église directement sur le terrain de l'école. À l'intérieur, tout est luxueux. En général,
L'accent est-il vraiment mis sur la religion ou c'est juste comme ça en passant? Non, c'est juste comme ça, en passant. En fait, ici, certains ne sont pas très religieux. D'autres le sont dans une certaine mesure, mais cela dépend en général de chaque personne. Nous venons de recharger la carte de 200 bahts. Eh bien, en principe, c'est suffisant. Les dépenses ici sont minimes, c'est-à-dire du thé, une boisson. Le thé coûte 15 à 20 bahts, une petite bouteille de thé. Les snacks aussi, c'est 15 à 20 bahts. Les voituriers, les enseignants, les agents d'entretien. Il y a presque autant de personnel que d'enfants. L'école est payante. La scolarité coûte environ 1000 $ par semestre. C'est une école privée où, disons, le niveau d'enseignement est le meilleur et, eh bien, les connaissances qu'ils transmettent, en général, nous plaisent. De 14h à 17h précisément, la vente de boissons alcoolisées est interdite. Veuillez noter que c'est parce que les élèves, justement, rentrent chez eux, rentrent à la maison après l'école. La majorité des habitants de l'immense Bangkok vit en réalité modestement. Par exemple, dans des maisons comme celle-ci avec une décharge dans la cour. On pourrait penser que ça ne peut pas être pire, mais si, c'est possible. Nous traversons un immense quartier de bidonvilles. Au-dessus de ces maisons délabrées passent 2 autoroutes rapides, et en dessous coule une rivière nauséabonde. Et pourtant, même ces gens-là ne sont pas les plus pauvres de Bangkok. Ils ont un toit au-dessus de leur tête, de la vaisselle et des vêtements. La climatisation, bien sûr, est une grande rareté. Juste à côté, il y a un nouveau quartier de gratte-ciel. Avant, il y avait aussi des bidonvilles à cet endroit, qui ont été démolis. Ici, parfois, la différence entre les couches de la population est vraiment énorme. On essaye de se contenter de ce qu'on a. C'est-à-dire que si tu vis dans la pauvreté, c'est que telle est ta destinée. Telle est l'épreuve qui t'est échue. Tout le monde à Bangkok mange dans la rue, les pauvres comme les riches. Sous les fenêtres de Vassili, il y a aussi un marché de fast-food. Beaucoup de gens, souvent, qui vont au travail, achètent leur nourriture dans ce genre de petites boutiques. Voilà, pour le petit déjeuner. Ils nourrissent toute une armée de livreurs. Ici, les colis attendent aussi les gens. Voilà un gars, il est peut-être venu chercher quelque chose à lui. Tu vois, les Thaïlandais locaux portent encore des masques. Apparemment, à un âge aussi mûr, les Thaïlandais essaient quand même d'éviter toute possibilité d'être contaminés. Ceci, c'est le paiement de l'électricité. Quelqu'un a accumulé 26 bahts. Cela veut dire que quelqu'un ne vit pas ici. Ici, c'est un peu plus. Tu vois, là, c'est 500 bahts. 4 kilowatts. Au total, ça fait 152. Parce que certains, qui d'après ce que je sais, ceux qui louent en des appartements, ils ajoutent encore un petit bénéfice pour eux. C'est possible? Vraiment ça? Oui, ce n'est pas 4 bahts par kilowatt, mais 6 bahts. Ils font payer par kilowatt. Donc 2 bahts vont encore au propriétaire. Ça dépend, soit au propriétaire, soit à la société de gestion, tu vois. Il y a de la publicité dans l'ascenseur. À l'intérieur de l'ascenseur et à l'extérieur, regarde ici, encore un écran. Vassili a un appartement de 3 pièces. Mais d'après le plan, les autres n'ont que des studios. Le crédit a été approuvé sur la base de notre entreprise, de notre magasin. Et voilà, cela fait déjà 8 ans que nous vivons ici, en remboursant ce crédit. Eh bien, la cuisine est vraiment petite et elle se trouve juste dans l'entrée. Les Thaïlandais, chez eux, ne cuisinent pas du tout dans leurs appartements. Et c'est pourquoi ils n'ont absolument pas besoin d'avoir une cuisine. Beaucoup d'appartements, en fait, les maisons à louer sont vendues, soit sans cuisine, soit avec une toute petite cuisine comme celle-ci. Le linge sèche à côté du climatiseur. La chaleur est expulsée ici, oui. L'air chaud est évacué, donc tout sèche beaucoup plus vite. L'électricité ici coûte très cher. Selon les standards thaïlandais, les factures d'électricité sont vraiment très élevées. C'est pourquoi la plupart des maisons thaïlandaises n'ont ni plaque électrique, ni réfrigérateur, ni même de climatiseur. Ta vie quotidienne se déroule dans une petite pièce, même sans meubles. Un matelas 2 places posées à même le sol. Tu as un ventilateur et une salle de bain. C'est tout. Les Thaïlandais n'ont rien d'autre dans leurs appartements. Dans ce genre de petite maison, une chambre coûte à partir de 100 $. Une petite chambre pour une personne. Si on vit à 2, et si ce sont de petits Thaïlandais, disons pas très grands, alors en principe ça va. Ici, une maison comme celle-ci ressemble au maximum à quelque chose de chez nous. Une petite cour, une voiture, un auvent, une maison à 2 étages. Et imagine qu'ils élèvent des poules et des coqs. Juste là-bas, tout près. C'est censé être l'une des plus grandes villes du monde. Et pourtant, au centre-ville, tu auras des coqs qui chantent le matin. Le toit en métal solide et résistant qui protège efficacement du soleil brûlant ainsi que de la... Mais il doit chauffer, non? Oui, il chauffe. Et tu sais, une vraie isolation thermique et phonique, c'est vraiment rare dans les maisons thaïlandaises.
Dans d'autres villes, ce contraste n'est pas aussi visible. Mais à Bangkok, on peut vraiment voir quelque chose de super moderne, de très contemporain, de beau. La plupart du temps, ce sont différentes entreprises, des investisseurs, des promoteurs étrangers qui construisent des appartements, des commerces, des centres commerciaux sans prêter attention à ce qui se passe dans les rues juste sous leurs pieds. Les gars ne vont même pas à leur propre piscine, et encore moins à la mer. Les Thaïlandais passent leur temps libre dans les centres commerciaux. Un appartement comme le vôtre, 2 + 1, combien l'avez-vous payé? La banque nous a accordé un prêt hypothécaire, donc un crédit. C'était à peu près 4 millions de bahts. Ici, le prix au mètre carré, pour donner une idée, c'est 2000 $. Et voilà que la femme de Vassili et sa mère sont rentrées à la maison. Elle séjourne déjà depuis assez longtemps chez les enfants en Thaïlande. Ces grosses crevettes, elle va les préparer avec sa belle-fille dans une sauce au curry. Mais la maman ne parle pas anglais. La langue russe est une langue slave, principalement parlée en Russie, mais aussi dans d'autres pays voisins. La langue russe. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, elles se sont comprises. Comment communiquez-vous avec votre belle-fille? Comment communiquez-vous? Oui, c'est aussi une bonne question. Chez nous, c'est la mimique. Переводчик. Ну, а так, в принципе, понятно. Вот пойдем сюда, давай, мне нужно туда зайти, давай купим этот. Расулечка, мама кофе. Ну, кофе. Да, все понятно. Famille s'est formée il y a déjà 12 ans. Oui. Voilà, donc d'une façon ou d'une autre, là-bas, on communiquait entre nous. Regardez, maman a acheté ça. Tiens, regarde. Maman vient de Donetsk. Voilà. Je les perds tout le temps. Et là, hop, ils sont attachés ensemble. Eh bien, moi je pensais à de la mangue, et vous, des tournevis. Non, bien sûr, je vais aussi prendre de la mangue et de l'ananas avec moi. Un kit pour préparer la soupe tom yam. Et quand j'arrive, j'invite mes amis. On prépare la soupe tom yam. Tu as déjà emmené ta femme dans nos régions? Il y a environ 6 ans, nous sommes partis en famille au Kazakhstan. J'ai de la famille là-bas et nous nous sommes beaucoup promenés, même s'il faisait un peu frais. C'est-à-dire que pour nous, tu sais, pour les Thaïlandais, c'est, froid. Tu sais, bien sûr, pour ma famille thaïlandaise, c'était quelque chose. C'était, tu sais, un vrai émerveillement. Ce qui nous a surpris, tu sais, les grandes avenues, certaines rues, les immeubles, et puis aussi, tu sais, les constructions de l'époque soviétique, c'est-à-dire des choses imposantes, comme la Maison de la Culture, ou certains bâtiments vraiment, majestueux, immenses. Tu as l'impression d'être une petite créature en passant devant ces bâtiments et constructions. Et l'absence de bidonville? Oui, Bangkok reste une ville peu pratique. Je peux dire qu'Almaty est une excellente ville pour y vivre. Dans chaque cour, il y a un petit coin pour les enfants. En contraste avec Bangkok, ici, il n'y a pas une seule aire de jeu pour enfants comme ça. Quand tu traverses la route, tout le monde s'arrête. On te laisse toujours passer. Il y a donc un véritable respect pour les piétons dans cette ville. Ici, même sur un passage piéton, on ne te laissera pas passer. Notre principale activité, c'est la vente de lunettes. Des lunettes de l'optique. Ma femme est en fait la principale dirigeante, la patronne de notre entreprise. Je joue en quelque sorte le rôle d'investisseur. Il arrive parfois qu'il y ait des malentendus à cause de certaines questions professionnelles. Comment organiser notre emploi du temps au travail? Et pour les tâches ménagères ou pour notre fils, vos mentalités créent-elles des divergences? Oui, mais je pense sincèrement que nous avons en effet une certaine compréhension mutuelle de ce que nous voulons. Il n'y a pas de problème ou de dispute insoluble. L'essentiel, c'est de bien expliquer clairement son point de vue et de trouver ensemble une solution commune en famille. Vassili est le seul blanc du quartier. Ici, il est non seulement difficile de rencontrer quelqu'un qui parle russe, mais même l'anglais est rarement parlé. La plupart des gens avec qui tu échanges, ce sont des vendeurs, des commerçants. Eh bien, le plus souvent, en général. Par exemple, des chauffeurs de taxi. Et ces gars-là ne parlent pas du tout anglais. Oui. Это типа такой уголочек для духов. Жена заведует этой темой или ты тоже разбираешься? В основном, конечно, жена. C'est ma femme. Moi aussi, j'achète quelques statuettes. Tout ce qui me plaît, je l'achète et je le laisse ici. Ma femme ne cuisine pas très souvent. Je peux dire qu'elle prépare surtout les petits déjeuners, parfois les dîners. Mais pour le déjeuner et plus souvent pour le dîner, nous achetons quelque chose dans la rue, dans ces stands de street food, dans ces magasins. En principe, tout est frais, comestible. Nous n'avons jamais eu de problème. Pour les sauces et tout ça, c'est ma femme qui les prépare. En général, c'est du riz frit avec de la viande ou bien des crevettes. Ici, nous avons différents types de fruits de mer, de la glace et également aussi des légumes surgelés.
Les fruits de mer, les gars les achètent sur les marchés. Et les marchés sont situés le long des routes. Et on peut faire ses courses directement depuis un scooter ou un vélo. Nous, on laisse la moto sur le bord de la route. Mais on dit qu'ici, les motos ne se font pas voler. En fait, aucune n'est attachée, vraiment. Juste sous les roues des tuk-tuk qui passent, il y a des crevettes, des calamars et des canards fumés. Ça a l'air effrayant. Des histoires de canards. Les fruits ont l'air plus appétissants. Ça s'appelle du jacquier. C'est du jacquier? L'arbre à pain. Exactement. Prends un morceau. Justin, il dit goûte. Même si ce qui est préparé au bord de la route n'a pas l'air très remarquable, en réalité, tout est frais. Tout a été cuisiné aujourd'hui. Le risque de s'empoisonner avec de la nourriture de rue est extrêmement faible. Tu n'as jamais été malade à cause de quelque chose comme ça? Grâce à Bouddha, tout va bien. Ça a l'air un peu louche, mais ce sont vraiment des serpents ou aussi des petites anguilles? Également des petites anguilles. On t'apporte maintenant du poisson directement des provinces voisines. Des grenouilles, comme dans les contes de fées. On les élève exprès pour qu'elles soient bien dodues? Oui, on les engraisse spécialement pour ensuite les utiliser, par exemple, pour le barbecue. Dans des endroits comme celui-ci, tu ne croiseras pas d'étrangers, mais la plupart des Thaïlandais achètent leurs produits uniquement dans la rue. C'est comme s'ils vendaient tous leur street food les uns aux autres. Regarde les filles, tu vois, elles sont toujours accueillantes. Et la peau blanche, pour les Thaïlandais, est considérée comme un symbole de prospérité, de richesse et de beauté. Oui, elles sourient toujours. Elles sont toutes jaunes. Quoi? Ce sont des œufs qui ne sont encore qu'en formation à l'intérieur de la poule. Un vrai délice. Et là, on dirait qu'il y a des œufs de flamant rose. Des œufs roses. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Autant que je sache, ces œufs sont enterrés dans la terre pendant un certain temps. Et donc les œufs crus mûrissent dans la terre. Ce genre de panier, c'est pour le riz. On le met dans une casserole remplie d'eau, l'eau bout et le riz cuit à la vapeur. Là aussi, c'est du riz gluant de différentes sortes, enveloppé dans des feuilles de bananier, le plus souvent sucré et avec l'ajout de divers fruits. C'est le genre de choses, tu sais, tu marches, t'as faim, t'en prends un, tu l'ouvres et tu grignotes. C'est comme une petite brioche. Là, c'est aussi différents types de nouilles. Par exemple, tu manges du poisson, de la viande et des nouilles en accompagnement. Oui, ce sont des petites larves. Mince, ça doit être délicieux. Si je ne me trompe pas, ce sont des larves de ver à soie. Et ça, ce sont celles qui sont des grillons. Des grillons? Grillons. On les fait généralement frire dans l'huile, ce qui leur donne un arôme croustillant et délicieux. C'est bon et ça croustille. Fleur de bananier. Les Thaïlandais la coupent, la hachent et l'ajoutent à différents plats, par exemple lorsqu'ils font frire du riz. C'est bergamote. À la bergamote, je n'aurais jamais pensé que la bergamote ressemblait à un citron. Mangue sucrée, jaune et juteuse. Mais les Thaïlandais, au contraire, cueillent la mangue quand elle est encore verte, pas mûre. Les Thaïlandais ont leur propre goût. Certains mangent même ce genre de poisson. Mais tu sais, il vaudrait mieux le faire frire. Les petites crevettes sont vendues au seau. On les ajoute au plat. Je pense que c'est possible. Ah, mince, elles sont tellement vives. C'est fou, elles ont sauté partout. Parmi toute cette viande et ces cafards, on vend aussi des fleurs de lotus. Tant fermées couvertes. Il s'avère que Bouddha est justement né dans un lotus. Ici, on fabrique des offrandes flottantes spéciales pour les dieux à partir de l'arbre bananier. Mais il ne le mange pas, il le jette dans la rivière. Il les envoie sur la rivière et les poissons mangent tout ça en fait. Donc c'est vraiment écologique. Parmi les dieux figurent aussi des portraits des dirigeants thaïlandais. Là-bas, il y a le roi et la reine. C'est l'ancien Ramanuj et la reine de Thaïlande, la reine mère. J'ai l'impression que les voisins se moqueraient de toi si tu n'avais pas un hôtel près de ton étal. En réalité, c'est individuel. Chacun fait de son mieux pour soi-même. Ici, il n'est pas d'usage de se moquer de quelqu'un. Mais les Thaïlandais sont en fait un peuple très croyant et chacun essaie d'avoir chez soi une petite maison hôtel, comme celle-ci. C'est-à-dire que tu nais et tes parents, tes grands-parents ont déjà un tel hôtel. C'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Bien, bien, bien. Merci. Mettez un like. Oui, ici on vend des billets de loterie. Étant donné qu'il n'y a pas de casino ici, la loterie nationale est la seule façon de tenter sa chance. À quel point tu es chanceux, à quel point les esprits t'aident. Tu vois, tu sais, ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas préparé mon hôtel aujourd'hui, c'est sûr que je n'aurai pas de chance.
Vassili et son épouse travaillent aussi dans le commerce et nous nous sommes approchés d'une de leurs petites boutiques située dans une rue qui ressemble aussi à un marché. Notre magasin et personne n'a de climatiseur. Dans notre boutique de lunettes, moi, il y a un climatiseur alors que les autres n'ont qu'un ventilateur. Au-dessus de nos têtes, une toile d'araignée de fils électriques. Il y en a tellement que des écureuils et d'autres animaux de la forêt y vivent. Dans la boutique, ils vendent lunettes et montures. Les moins chères se coûtent 10 $. Les Thaïlandais choisissent souvent les modèles les plus simples. Oui, c'est-à-dire cela dépend du quartier. Tu sais, s'il y a un quartier où c'est plus simple, où comme tu as pu le voir, il y a différents bidonvilles, des maisons qui sont loin d'être luxueuses, alors bien sûr, ils essaient de choisir quelque chose de moins cher. Cette échelle, chez eux c'est différent, ils utilisent des chiffres. Ils ont des chiffres, c'est notre fille, elle est dans notre staff. Hé! Désolé, hello. Où sont vos clients? Pas aujourd'hui. À côté, ils vendent des fleurs. Quelle couleur ont-ils? Combien coûte celle-ci? Je la veux fraîche? 400 bahts. Il n'est pas courant que les garçons offrent des fleurs aux filles. Comment as-tu rencontré ta femme, en fait? C'est probablement une histoire un peu Спустя год, когда я жил здесь, в Бангкоке, зашел я как-то после работы в магазин проверить pour faire vérifier ma vue. Elle était, disons, la responsable de ce magasin d'optique. Et comme c'était elle qui parlait le mieux anglais, c'est avec ses petits doigts qu'elle m'a mis ses lentilles de contact. J'ai tout de suite vu net, je l'ai vu clairement et en fait, j'ai tout de suite remarqué sa beauté. La première personne que tu as vue et dont tu es amoureux. Oui, le lendemain, ou peut-être le surlendemain, j'ai acheté un bouquet de fleurs, d'énormes roses blanches, je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis arrivé au magasin avec ce bouquet, justement pour l'inviter à un rendez-vous. Comment a-t-elle réagi? Eh bien, pour elle aussi, il y a eu cet effet waouh, je pense, pour elle et pour ses collègues aussi. Tous apprennent l'anglais. Oui, imagine. Un étranger blanc, inconnu, est arrivé, il est très grand, à la peau très claire, et pour les filles thaïlandaises, c'est, on peut dire, l'un des idéaux de beauté là-bas. Les hommes thaïlandais ne se distinguent pas vraiment par de tels gestes. On ne peut pas vraiment les qualifier de gentlemen, pas dans le sens où nous l'entendons, toi et moi. Acheter fleurs, elle? Oui, acheter des fleurs, donner la main, ce genre de petites attentions, ouvrir la porte, laisser passer. Pour les filles thaïlandaises, ce sont des choses qui arrivent, tu sais, extrêmement rarement. Il me semble que les filles thaïlandaises n'ont pas vraiment ce genre d'attente et sans doute elles prennent ça de façon plus détendue. Donc, si tu accordes ne serait-ce qu'un peu d'attention, eh bien, tu es vraiment une personne unique. Moi, c'est une situation exceptionnelle. Dans la mentalité thaïlandaise, il n'y a pas de grandes exigences. Les Thaïlandais sont des gens très simples. Tant qu'ils ont, pour ainsi dire, un toit au-dessus de leur tête, quelques bahts thaïlandais pour acheter à manger, en principe, ils s'en contentent déjà. C'est-à-dire qu'ils sont sincèrement heureux, même avec la satisfaction de besoins très basiques. Et les familles thaïlandaises ordinaires, comment ça se passe chez elles? Quel est le rôle de la femme? C'est aussi la cuisine? Je peux dire qu'ici, le plus souvent, c'est la femme qui contrôle le budget familial. Par exemple, en général, si tu viens avec une fille thaïlandaise, une femme, une épouse, dans un café ou un restaurant pour commander à manger, quand tu demandes l'addition, même si c'est l'homme qui la demande, on apporte toujours l'addition à la femme. Ici, on considère donc que c'est la femme qui paie pour toute la famille ou pour le couple directement depuis son portefeuille. Ce n'est pas qu'elle gagne, c'est qu'elle a le portefeuille. Oui. Vous, ça se passe? Au début, tout était exactement comme on a l'habitude de le faire. Mon argent, son argent, chacun de notre côté. Mais ensuite, quand on a, disons, vraiment fondé une famille ensemble, bien sûr, ma femme a commencé à demander plus sérieusement, bon, alors, où est le salaire? Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu travailles, n'est-ce que pas? Oui, un peu. Mais moi, je ne vois pas le salaire. Il faut qu'on planifie, il faut qu'on achète des choses pour la famille, des dépenses familiales, ce genre de choses. Si tu veux t'acheter un nouveau vélo, tu l'achètes juste comme ça ou vous en discutez? Bien sûr qu'on en discute. Étant en couple, mariés depuis déjà 10 ans, évidemment, nous discutons et planifions ensemble, de façon régulière, certaines dépenses familiales importantes. Pour les visas en Thaïlande, c'est très strict, et même le mariage et un enfant avec une Thaïlandaise n'ont pas vraiment aidé Vassili pour ses papiers.
En fait, je suis le tuteur légal de ma famille thaïlandaise et nous avons une sorte de tradition annuelle. Certains vont au sauna une fois par an, mais nous, avec ma famille, nous allons au bureau de l'immigration ici, à Bangkok. Cette procédure prend littéralement seulement quelques heures. En fait, avec mon épouse et notre plus jeune, Michael, nous prenons un certain nombre de documents, c'est-à-dire par exemple notre certificat de mariage. Nous prenons aussi obligatoirement un document, la signature de l'un de nos amis thaïlandais attestant qu'il se porte garant de notre relation, que nous sommes, oui, un témoin. La signature du témoin attestant que nous sommes une famille. C'est vraiment strict quand même. Tu as un enfant, une femme, vous vivez ensemble, mais malgré tout, tu dois renouveler ce statut chaque année. On n'obtient pas la citoyenneté ici par le mariage, et il faut recommencer la procédure chaque année. Et il te donne à nouveau un visa pour un an, encore une fois? Du point de vue de l'État. D'accord. Supposons que tu arrêtes de gagner de l'argent et que tu cesses d'être le tuteur. Est-ce qu'on te renverra du pays pour ça? En principe, on me renverra si mon visa expire et que je ne dépose pas les documents à temps pour le renouveler. S'il ne recharge pas compte... Oui, en effet, pour être tuteur de ta famille thaïlandaise, tu dois prouver que tu as régulièrement sur ton compte une somme équivalente à environ 10 000 $. Tu n'as pas cet argent. Voilà, tu l'as sûrement encore dépensé pour ta famille. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On ne te renouvelle pas ton visa et tu dois partir. Il me semble que l'État n'est pas vraiment intéressé par ces questions. Si tu es un étranger, sois tuteur, sois la personne que tu dois être. Donne de l'argent, montre que tu as vraiment de l'argent. Seuls les Thaïlandais ont ici le droit d'être pauvres et sans emploi. La Thaïlande est un pays pour les Thaïlandais, mais si tu veux y vivre longtemps, il y a de nombreuses conditions à respecter. Tu dois travailler quelque part, montrer régulièrement tes revenus. On a tellement parlé qu'on a failli oublier l'enfant. Il a déjà fini l'école et c'est Vassili qui va le chercher chaque jour. Tous ces scooters, ce sont les parents qui viennent chercher leurs enfants à l'école. Alors, essaie de deviner, où est ton sac à dos? Oui. Les bouteilles d'eau. Salut. Miaou! Comment ça va? Bien. 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 Sur le chemin de l'école, l'architecture change plusieurs fois. Ici, il y a d'énormes gratte-ciel de différentes formes, avec des portraits du roi. Ici, le bâtiment est plus simple. C'est dans cet immeuble que Vassili et sa femme ont ouvert leur premier magasin. Aujourd'hui, il y a un salon de massage. Ici, au rez-de-chaussée, il y avait le magasin. Tout cet espace-là. Et nous, on habitait au 3e étage, donc on vivait en fait dans notre propre magasin. Il n'y avait la climatisation qu'au rez-de-chaussée et on a vécu plus d'1 an comme ça, sans clim, dans de telles conditions. Côté business, oui, les 6 premiers mois ont été incroyablement difficiles. En chemin, on peut grignoter sans descendre du scooter. Le soir, ils font un 2e service. Tu vois, ici, tu choisis, ils peuvent te préparer une omelette avec n'importe quel ingrédient. Donc, tu choisis les légumes que tu veux ajouter, du riz gluant brun, par exemple. Et le riz blanc, c'est un peu comme, tu sais, d'une galette, un petit pain. Et puis, il y a la soupe avec des nouilles. Tout le quartier de Vassili, c'est comme une grande cantine de rue pour les employés de l'immense centre d'affaires voisin. Les voilà déjà sortis déjeuner avec leur badge. N'est-ce pas? Hello? C'est la maison voisine de celle de Vassili. Ici, toute la famille prépare de la nourriture à vendre. Les prix des plats varient d'environ 1 à 2 $. Au lieu d'un réfrigérateur, les Thaïlandais utilisent ce genre de caisse. Ils y mettent de la glace. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Faites de la publicité pour que des clients viennent chez moi et achètent mes produits. » Combien ça coûte ici chez vous? 10 bahts, le poisson, 40. Ceci, c'est 50, c'est de l'anguille. Vous préparez tout cela chez vous? Oui, bien sûr. Et combien d'argent gagnez-vous ici en une journée? Oui. Oui, elle dit qu'ils vendent environ 7 à 8 000 bahts par jour. Mais une partie de cette somme sert à payer le loyer, acheter de nouveaux produits. 7 à 8 000 bahts. Le chiffre d'affaires. Environ 200 $ par jour, C'est un bon chiffre d'affaires. Oui,
La famille, ils vivent assis ensemble et, eh bien, ils essaient de s'entraider. Voilà, la cuisine, la préparation des plats. Elle s'inquiète de ne pas être gênée que nous tournions ici, mais elle est gênée parce qu'elle se trouve moche sans ça, sans maquillage. Quel est le problème des filles thaïlandaises? Comme toutes les autres. Eh bien, salut, comment ça va aujourd'hui? Salut mec. Et donc leur entreprise, leur famille ne paie absolument aucun impôt? Regarde, c'est leur maison, ils vivent chez eux et vendent ici. Si tu vends chez toi, dans ta propre maison, tu ne payes aucun impôt. Toute la famille essaie de garder les clients et de bien cuisiner. Mais j'ai l'impression que les mouches ne dérangent vraiment personne. Fais attention, il n'y a pas tant de mouches que ça. Ça arrive. Et là, tu vois, tu sais, c'est déjà la fin, en gros, si tu veux, du service. Elle dit justement que le matin, il y a beaucoup plus d'activités chez eux, donc ils restent debout et chassent aussi les mouches ici. Mais là, c'est déjà le soir, imagine, si t'es debout depuis le matin à cuisiner, il ne reste plus que les restes de nourriture et tu as juste envie de te reposer. Et tous ceux qui cuisinent, ils ont forcément le gaz branché, une étagère pour la vaisselle. Les Thaïlandais n'ont pas vraiment de meubles. Enfin, juste le strict minimum. Des étagères. Mais il y a une caméra, regarde. C'est pour la tranquillité, pour le contrôle. C'est-à-dire un portrait, une image du roi. Le portrait du roi est indispensable. C'est le roi Rama IX. Imagine que pratiquement toute la population thaïlandaise est née sous le règne du roi Rama IX. Il a été sur le trône de 1946 à 2016. Pratiquement 70 ans. Imagine, c'était la même personne sur le trône. Bangkok n'a que 240 ans, et autrefois, à la place des routes, il y avait des canaux comme à Venise. Ça semble romantique, mais aujourd'hui, les canaux ne sont plus utilisés. Ils dégagent de mauvaises odeurs. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'espace. Cela fait partie du patrimoine historique de Bangkok, et ce sont les couches les plus pauvres de la population qui vivent là, dans les bidonvilles près des canaux. Ce canal est en train d'être enterré sous terre. Et alors, ils vont l'utiliser comme une route? Ce sera comme une route ou peut-être des magasins, voire des petites maisons. Le problème de Bangkok et de nombreuses villes thaïlandaises, c'est qu'il y a énormément d'averses ici. L'eau n'a pas le temps de s'écouler. Ici, les pluies durent longtemps. C'est pourquoi les quartiers thaïlandais sont souvent inondés. Voilà de la boue. Je pense qu'ils la pompent d'en bas jusqu'ici, la font sécher et l'emportent en camion. Imagine, nous sommes à 100 mètres du métro. Tout cela, c'était aussi des maisons autrefois. La plupart des Thaïlandais vivent dans ce genre de chambres, près du canal. Tu vois, mais ce n'est pas vraiment, disons, un quartier prestigieux ou joli, mais tout de même. Un investisseur arrive ici, investit de l'argent dans la construction d'un projet. Voilà, il est tout à fait possible qu'un centre d'affaires apparaisse ici. C'est plutôt un taudis, oui, quelqu'un s'est installé là. On voit clairement que des sans-abri traînent ici. Juste derrière la clôture, une nouvelle construction. Des Thaïlandais aisés y vivent. Personne n'a osé toucher à l'hôtel sacré. Tout a été démoli, sauf l'hôtel qui était resté. Les petites briques sont vraiment drôles. Un muret. Quant à la qualité du ciment, la brique bouge. La papaye en thaï se prononce comme let. Voilà comment le let pousse en Thaïlande. Ici, il y a une sorte d'inscription commerciale. Ils vendent peut-être quelque chose ou proposent des services? Et là, c'est un salon de coiffure. Il y a des chaises, des tables. Donc c'est peut-être un salon de beauté. Tu vois? C'est une coupe de cheveux, oui. Pour hommes ou femmes. Ou alors, peut-être même qu'ils cuisinent ici. Tout est ici, juste à côté du canal. En fait, il y a même un barbecue juste au bord du canal. Mais le canal sent mauvais. Oui, ici, l'eau stagne lentement et les écluses sont restées fermées depuis déjà très longtemps. Tu vois, ça fait des bulles. Il y a comme un processus de fermentation. Toute cette cuisine, ce n'est pas pour rien. Voici exactement le même endroit quelques heures plus tard. En journée, on aurait dit que personne ne vit ici. Le soir, regardez ce qui se passe. C'est un restaurant. Il fait trop chaud pendant la journée et tous ces bas-côtés étaient déserts. En fait, Bangkok la nuit est très différente de Bangkok le jour. Les rues sont très animées et bien éclairées. Des rivières de scooters coulent sur les échangeurs routiers à plusieurs étages, tandis que les jeunes ont chaussé leurs plus belles tongs et se dirigent vers les centres commerciaux et les boîtes de nuit. Par groupe de 3, eh ben dis donc.
On croise de tout sur les routes de Bangkok, mais jamais vu un hamac dans un camion. À gauche, hôtel illuminé 24h24. À droite, un bordel brillant. Au bord du fleuve, c'est la même histoire. Il peut y avoir un gratte-ciel de luxe ou bien des taudis délabrés, dont la seule touche de modernité est un immense panneau publicitaire au-dessus de leur tête. Au moins ici, le courant est gratuit. Toujours au bord du fleuve se trouve aussi l'un des centres commerciaux les plus impressionnants d'Asie, l'Icon Siam. Immense, luxueux, c'est l'endroit préféré de la plupart des habitants de Bangkok. Partout, il y a des fontaines, de l'or et des boutiques de luxe. Des bateaux de croisière circulent sur le fleuve. Et chaque habitant de Thaïlande doit prendre une photo sur le toit. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont accroché un immense portrait du roi en face. Nous aussi, avec Vassili, on a pris une photo. Il y a une demi-heure, on voyait des cafards au marché. Et maintenant, je ne sais même pas à quoi comparer ça. Je n'ai pas envie d'appeler ça Dubaï. Ce serait insulter cet endroit en le comparant à Dubaï. Mais c'est un peu dans ce genre-là. Tu vois, ces Thaïlandais avec les pieds sales, là qui restent au marché, eux aussi le soir ils viennent ici. Ou bien ce sont des Thaïlandais différents ici et là-bas? Les Thaïlandais, tu sais, ils adorent vraiment les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut absolument laisser une trace quelque part. Voilà, j'y étais, j'ai vu ces beaux paysages, j'ai mangé à cet endroit, j'ai bu tel thé ou café. Et le soir, il vient ici, il prend une petite photo avec la vue et déjà son compte a l'air stylé. L'étage du gigantesque centre commercial est bas, plus on est proche du peuple. Au tout dernier étage, c'est un peu comme une rue de marché ordinaire, sauf que c'est propre, lumineux et cher. Par exemple, le durian et la mangue coûtent 5 fois plus cher qu'en pleine rue sale. Dans la rue, c'est environ 50 bahts ou moins. 50 bahts le kilo, alors qu'ici c'est 100 bahts pour un seul fruit. Mais ça n'enlève rien au côté coloré de l'endroit. Au contraire, l'imagination asiatique s'est vraiment déchaînée ici. Barbecue de crocodile, porc fondant comme de la gelée, et bien sûr, des homards à 60 $ pièce. Et évidemment des noix de coco et des massages thaïlandais. Choco, ils frappent le dos avec un marteau. Ici, ils arrivent d'une façon ou d'une autre à complètement éplucher la noix de coco. Eh ben dis donc... Combien ça coûte, hein? 90. Oh, il y a un petit trou. La noix de coco est un fruit assez ordinaire, mais le simple fait que ce gars l'ait minutieusement et patiemment épluché de sa coque, franchement, je ne sais pas combien de temps il a mis pour faire ça, mais moi, honnêtement, ça m'aurait pris toute la journée entière. Le fait même qu'il se soit donné toute cette peine rend ce produit vraiment très intéressant. Déplaçons-nous maintenant vers une foire pour les gens ordinaires, pauvres mais tout aussi heureux. Comme tout le monde, on se gare directement dans les allées du marché. J'ai failli marcher sur un chat. Au fait, il est vivant? Miaou! Il est vivant. Partout, les gens mangent assis par terre. Ah, mais ils ne sont pas directement par terre. En fait, ils sont posés sur un tapis. Ah, mais ça change tout, bien sûr. Regarde ce petit chemin étroit. La cuisine s'est installée comme ça sur le trottoir. Et chaque soir, la cuisine apparaît, alors qu'en journée, elle n'existe pas. Ici, on mange directement sur le terrain de sport. Mais comment ne pas manger avec autant de nourriture bon marché? Cette jolie fille prend des sushis à 5 bahts la pièce. Les mêmes brochettes qui coûtaient 60 au centre commercial, ici ne valent que 10 bahts. Et cette fille là-bas, c'est une transe? 50-50. Il n'y a pas de table pour manger, mais ils jouent à la loterie autour des tables. Après tout, il y a 6 millions de bahts en jeu. Faites tourner la loterie. On a tout donné, même nos pièces. Désolé, mec. En ce moment, il y a des gens de tout le quartier à la foire. C'est la maîtresse d'école de Misha. Regarde, prof, l'uniforme est le même que celui de Misha. Saidzia, nous sommes sur ce manuel. Luque, Aina Kapch. Voilà. Un robot aussi cool refroidit le Coca-Cola et ce tuyau aspire la fumée du barbecue. Les enfants ne peuvent pas se détacher des petites chèvres, des cochons et des lapins, tandis que les adultes choisissent des vêtements bon marché de marque contrefaites. Mais c'est du faux ou pas? Bien sûr que c'est de l'original.
Regarde, 100 bahts, des jeans neufs. À 150, là, c'est sûr que ce n'est plus du faux. Un Adidas comme ça, je n'en ai encore jamais vu. C'est Nike, Puma. Donc, c'est des vêtements à 20 bahts. 100 centimes. Voilà un sweat vraiment tout à fait correct. Ils vendent les vêtements au poids ou pas? Ou bien, comment ça fonctionne exactement? Non, c'est juste tout un tas. Il coûte 10 bahts. Donc, tu peux prendre n'importe quel article ici pour 10 bahts. Ce sont toutes sortes d'amulettes. Regarde, les Thaïlandais sont vraiment passionnés par ce sujet. Ils achètent toujours des amulettes pour se protéger de l'influence négative des esprits. De quoi? Là-bas, tu vois, il y a une boisson énergisante, Red Bull. Il a bu un peu de Red Bull et il peut jouer de la musique toute la nuit. C'est beau! Parmi les autres divertissements, il y a la pêche et l'inhalateur médicinal à base de plantes. Les Thaïlandais sont des passionnés de nourriture et il y en a partout souvent très étranges, voire dégoûtantes. Et tu peux aussi prendre ça, ou bien ça. Oh, celle-là, vraiment. Tu vois, celle-là, elle est vraiment incroyable. Il faut au moins une fois dans sa vie goûter des cafards. Alors je me prends quelques gourmandises sur cette table d'insectes. Regarde toute la vie qu'il y a ici. Mon enthousiasme a un peu diminué. Oh mon Dieu, des larves, c'est dingue. Tu as déjà mangé ça? Oui, j'ai essayé plusieurs fois. Oui, bien sûr. Allez, vas-y, choisis, s'il te plaît. C'est une sauterelle, celle qui détruit les cultures. Regarde bien. Tu as pris une bien dodue. Il faut aussi manger les pattes? Tout entier? Montre! Ça croustille comme des chips. Franchement, c'est pas mal. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Le principal, c'est de ne pas y penser. On dirait des chips trop grillés. Quelle drôle de nourriture vous avez. Il faut que je boive quelque chose. Tu veux boire un truc, toi aussi? Avec du coca, ça passe comme des chips. Allez, on goûte une petite larve chacun. Ah, c'est mou à l'intérieur avec une sorte de... Il y a même un peu de jus qui a giclé. Ça, c'est désagréable. La sauterelle était super sèche et croustillante, alors qu'ici, c'est une substance molle. Et au goût aussi, il y a vraiment un goût. La sauterelle, on aurait dit qu'elle n'en avait pas. C'est comme tu as déjà goûté des haricots? Oui. Allez, goûte-la. D'ailleurs, elle est censée être l'une des plus savoureuses. Ça, je peux manger. C'est une chenille. La consistance, c'est comme des bâtonnets de maïs. Burk, quelle énorme et affreuse bestiole dégoûtante. C'est vraiment répugnant. C'est quoi ces piquants sur son derrière? Elle a des ailes. Ça me dégoûte vraiment de manger ça. C'est mangeable. C'est vraiment pas pour les âmes sensibles. Ça a l'air effrayant, mais le goût, c'est comme la sauterelle. Je vois que tu es déjà en train de finir. Il a juste détourné la caméra et il a déjà mangé 3 chenilles. Disons qu'il y a des spécimens que je préfère. Pour les Thaïlandais, c'est de la nourriture ordinaire. Qu'est-ce que tu choisirais parmi tout ça? Ces petites chenilles-là. Tu en as mangé avant? Oui. Tu aimes ça? Bof, pas vraiment. En plus de la nourriture, on vend aussi plein d'autres choses à la foire. Par exemple, ces oreillers pas très pratiques pour dormir par terre, ou du sel coloré. Il y a même une place ici pour Vassili et son magasin de lunettes. La foire est temporaire ici et Vassili installait lui-même cette tente chaque jour. Il paie environ 70 $ de loyer et vend environ 15 paires de lunettes. Chaque paire coûte au minimum 15 $. Beaucoup de professions sont interdites ici aux étrangers. C'est pourquoi je suis propriétaire, enfin copropriétaire de cette entreprise, à égalité avec ma femme. Officiellement, tu figures dans cette entreprise? Non, toutes les opérations, les comptes bancaires, tout est au nom du compte de ma femme thaïlandaise, de mon épouse. Je ne peux pas officiellement travailler ici dans un tel endroit, donc mon rôle est d'organiser, c'est-à-dire d'apporter mon aide. Donc, même si tu vas toi-même tailler une monture ou une lentille pour quelqu'un, ils peuvent porter plainte contre toi? Ou comment ça se passe? De quoi pourrais-tu être puni? Je pense qu'il pourrait y avoir des amendes. Oui, c'est possible. Mais tu sais, ici, nous avons des employés qui s'occupent de ça, donc ma présence n'est même pas toujours nécessaire.
L'épouse de Vassili et propriétaire officielle de l'entreprise s'appelle Natorat, mais à la maison, on l'appelle Raz. Elle se souvient encore bien de leur voyage au Kazakhstan. Que penses-tu du Kazakhstan? Il fait froid et il n'y a pas d'embouteillage. Comment trouves-tu ton mari blanc? Il est gentil. Quand j'ai une idée, il me soutient toujours. Qu'a dit ta famille quand elle a appris que tu sortais avec un homme blanc? Il s'inquiétait qu'il me trompe, mais il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il pensait qu'il serait dur avec moi. Mais c'est un bon gars. Tu connais quelques mots en russe? La concurrence dans le business est forte et Natarat a beaucoup de travail. Après ses études, elle aurait pu partir au Japon, mais elle est restée. Quand j'ai terminé l'université, j'avais un bon travail. J'ai gravi les échelons dans l'entreprise jusqu'à devenir manager avec un gros salaire. Après ses études, Natarat a travaillé pour moins de $200 par mois dans une usine suisse d'horlogerie à Bangkok. Et quand tu as travaillé avec les lunettes, ton salaire après? 15 000 à peu près. C'est un bon salaire ici? Il y a 15 ans, oui, c'était un bon salaire. Quel salaire est considéré comme bon aujourd'hui en Thaïlande? Je pense environ 20 000. Que font tes parents au village, s'il te plaît? Ce sont des agriculteurs, ils cultivent des légumes et du riz et ils ont des vaches. Ils sont heureux en ce moment. Bien sûr. Il s'avère qu'aujourd'hui, pour vérifier la vue, il n'est même plus nécessaire de regarder les lettres et de dire si tu vois bien ou non. L'appareil détecte lui-même quelle est la correction nécessaire pour tes yeux. C'est vraiment choquant. Je pensais que je voyais bien, mais là, c'est comme si, tu sais, tu passais de la HD à la 4K. Regarde, j'ai mis les lunettes et tout était vraiment beaucoup plus net. J'aimerais pouvoir marcher comme ça. Mais est-ce que ça ne va pas encore plus détériorer ma vue? Si tu ne portes pas de lunettes qui, disons, facilitent la vision et rendent l'image plus nette, tes yeux se fatiguent davantage et, disons, ils se lassent plus souvent. Mais si tu portes au moins des lunettes, les lunettes ralentissent la perte de la vue. Là, on me fabrique déjà des verres pour mes lunettes. C'était déjà comme ça à Istanbul. J'étais partie filmer un épisode sur la Turquie et je me suis retrouvée à subir une opération de greffe de cheveux très douloureuse, sur laquelle j'ai fait un épisode. Qu'est-ce que ça fait mal? Une aiguille dans la tempe. Elle m'a menti, putain de chien. Regarde-le, tu ne le regretteras pas. Je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Il y aura aussi des liens vers mes autres vidéos sur la Thaïlande. Tout le matériel, les gars l'ont acheté eux-mêmes, avec leur propre argent. Voici déjà mes lunettes prêtes. Il est enregistré comme entrepreneur individuel et n'est soumis à aucun impôt. Nos revenus mensuels ne dépassent pas 200 000 bahts thaïlandais. Incroyable! Même en ayant 2 magasins avec un revenu allant jusqu'à 6 000 $ par mois, il n'est absolument pas nécessaire de faire des déclarations fiscales. Je comprends maintenant pourquoi la Thaïlande ressemble à un immense marché, parce que tout cela se fait sans impôts. Tu peux louer n'importe quel emplacement, vendre tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes faire ou fabriquer. Certains vendent des vêtements, d'autres des sacs, d'autres encore de la nourriture. Nous, on aime vendre des lunettes. Donc, le fisc ne tient même pas de registre à votre sujet, vous concernant vraiment? Je pense que pour chaque entrepreneur individuel, ils tiennent à leur propre registre et surveillent les opérations sur les comptes bancaires. Oui, sur les comptes bancaires. Mais vous n'apparaissez même pas là-bas? Non, pas du tout. Pendant toutes les années où nous avons ouvert le magasin, on travaille pour nous-mêmes, mais nos revenus ne dépassent pas la limite autorisée. Et si vous dépassez les 200 000 bahts, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impôt? D'après ce que je sais, à partir de 2%. Vous n'avez ni ticket, ni rien. Et c'est légal? On donne des tickets à chacun si on nous le demande. C'est-à-dire que si tu veux demander un crédit à la banque pour ouvrir un nouveau magasin, les banques demandent aussi de fournir ce type de comptabilité, écrite à la main dans des carnets avec les ventes quotidiennes, et de montrer un relevé bancaire prouvant que cet argent arrive sur ton compte, que tu es capable de rembourser le crédit. Donc si on prend du cash, sans ticket, aucun souci? Aucun. Même ce café ne donne pas de ticket. Ils vendent juste ce qu'ils vendent, c'est tout.
La cérémonie est géniale. J'aurais mangé si je n'avais pas déjà trop mangé de cafard. Tu peux vraiment choisir, montrer du doigt celui qu'il faut faire cuire, et ils le feront cuire et te l'apporteront sur une assiette. Les plus chers, ce sont les homards. En revenant, nous n'avons pas retrouvé le scooter là où nous l'avions laissé. Ils l'ont déplacé, mais rien n'a été volé. C'est déjà ça, merci. En passant devant des bordels bon marché et dans les rues animées la nuit, nous rentrons chez nous. Même la nuit, il fait si chaud que toutes les portes des bus restent ouvertes. La Thaïlande fabrique elle-même des voitures. On tombe sans cesse sur des voitures que je ne connais pas. Ce n'est pas une simple Toyota, c'est une vraie voiture thaïlandaise, conçue et fabriquée en Thaïlande. Et en plus, c'est une voiture électrique. Aura Goodcare. Il y a aussi des pistes cyclables, mais elles sont envahies uniquement par des motos. Ce canal était autrefois 4 fois plus large, mais des routes ont été construites. J'aimerais souhaiter une bonne nuit à Bangkok, mais ici, la nuit n'est jamais paisible. C'est le pick-up de Vassili. Il sert uniquement au transport de marchandises. Наша рабочая лошадка. Pour se déplacer rapidement, il n'y a que la moto. On s'est un peu bousculé. On s'est tous casés, on n'a accroché personne. Tout va bien? Une part importante de la vie des Thaïlandais se passe à moto. Ici, tout le monde roule en scooter. Ces enfants, à 3, sans casque, rentrent de l'école. Les Thaïlandais croient que si tu as apaisé les esprits, si tu as prié, si tu as laissé des offrandes à l'hôtel des esprits, alors en principe, tu peux rouler sans casque, les esprits te protègent. Regarde, ce sont aussi tous des écoliers. La police ne touche pas aux adolescents. Ici, la police est aimée et respectée. Police ne va pas arrêter tout le monde, chercher la petite bête pour n'importe quoi. Et vous avez un extincteur, une trousse de secours, tu vois, ce genre de choses. Ici, tout le monde s'adapte. Et regarde bien aussi, à chaque carrefour, il y a une cabine de police sur la gauche. La voilà. Regarde, sous la publicité avec la télévision, il y a énormément de caméras installées partout. Et s'il se passe quelque chose de criminel, la police règle l'affaire dans les plus brefs délais. C'est-à-dire, tu sais, elle réagit très rapidement. Et fais attention au nombre de caméras. Regarde, là-bas. Et ici, de l'autre côté. C'est pour ça que tu t'es un peu décalé maintenant? Non, je me suis décalé au cas où quelqu'un voudrait traverser. Les Thaïlandais conduisent de façon agressive. Mais Vassili, en toutes ces années, n'a jamais vu une bagarre. Récemment, pour la première fois cette année, la police l'a arrêté. Ils étaient de bonne humeur. Pourquoi l'ont-ils arrêté? Ici, la police organise de temps en temps, parfois, tu sais, on peut vraiment dire des rafles, quand ils arrêtent tout le monde sur la route, sans distinction. Et là, ils demandent le permis de conduire. Alors, on tente de passer. De l'expérience. C'est avantageux. La route a été construite pour 4 voies, mais entre les voitures, il y a encore 3 rangées de motos. On a donc une rue à 7 voies pour le prix d'une 4 voies. Eh bien, ce ne sont pas de si gros embouteillages pour 8 heures du matin. Les motos sauvent de la mise. La police est ici, comme tu peux le voir, et il n'y en a pas du tout. Personne n'arrête personne. Regarde, un gars roule à contresens. À contresens, ok. Rien du tout. En fait, il a juste fait un geste de la main pour dire un signe qui veut dire merci de m'avoir laissé passer. Je vous remercie. C'est probablement accepté comme argument, mais j'ai fait signe de la main. Et tout le monde prend ça avec le sourire. Mais ce n'est pas un problème. Donc la prochaine fois, il te faudra emprunter le même itinéraire, couper par-ci, raccourcir par-là pour en gros arriver à l'heure. Tu regardes régulièrement, pas tout le monde enfreint les règles. Certains peuvent même passer au feu rouge. La police n'arrête personne. C'est pour que la circulation continue de fonctionner. En fait, si on fait ne serait-ce qu'un petit arrêt ou un ralentissement sur les routes, cela crée beaucoup d'embouteillages et de bouchons. Les conducteurs s'en sortent tout seuls. Tout se régule un peu tout seul. Ils savent eux-mêmes quand il faut laisser passer un autre.
Voici les crevettes et calamars prêts à manger, que la femme et la mère de Vassili ont achetés hier, et des douceurs locales. En général, il y a peu de lait et de pâtisserie en Thaïlande. Ils n'ont ni propre pâturage, ni champ. Oui, dans notre conception, les pâturages n'existent pas chez les Thaïlandais, et les vaches pour le lait sont aussi pratiquement absentes. Les vaches qu'ils élèvent, par exemple, je peux dire que mon beau-père et ma belle-mère, qui vivent à la campagne, dans une province, élèvent des vaches, mais des vaches pour la viande. Disons que c'est un investissement vivant, c'est justement l'élevage des vaches. Ma belle-mère dit que même si elle est déjà âgée et qu'elle n'a plus, tu sais, la force ou l'énergie, elle continue quand même à s'occuper de cette ferme. Mais malgré tout, ils disent moi que c'est un investissement vivant. Si jamais j'ai besoin d'argent, je pourrais vendre, disons, l'une des vaches. Nous aussi, à la campagne, on disait « je vends la vache et j'achète une moto ». C'est très fort. Alors, rythme, mangez vite quelque chose. Les fruits de mer n'ont pas vraiment de goût. Fade, presque oui. Mais toi, tu trempes doucement ça dans cette sauce piquante relevée à l'ail. C'est une option? Ça donne du goût. Le poisson. Les crevettes, oh, calamar. Petit calamar. On dit que c'est très épicé. C'est vraiment très fort. J'y suis allé un peu fort. En grappe. Comme le raisin, ça pousse comme le raisin. Un truc thaï, c'est ça, hein? Là-bas. Voilà, à l'intérieur, il y a cette chair et un noyau. C'est, disons, très très similaire au litchi. La cuisine européenne est aussi arrivée dans cette maison. Vous aimez ce genre de soupe? Vous les préparez vous-même? Oui. Toi qui as appris? Oui. Enfin, ce n'était pas moi qui ai appris, c'est ma femme elle-même. Moi, en fait, je ne touche presque pas à la cuisine. Mais ma femme connaît les recettes. Elle a demandé plusieurs fois à ma mère comment faire, quelques secrets. Elle vous a soudainement apporté ça pour que notre Michael, pour que son petit-fils mange. Vassili est simplement venu en Thaïlande sans penser qu'il y prendrait racine. L'histoire a commencé il y a déjà 13 ans. En fait, ma patrie, c'est le Donbass. Je suis entré à l'université à Kharkiv, j'ai étudié, puis j'ai terminé mes études. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur, Vassili n'a pas été pressé de travailler dans sa spécialité, mais a envoyé son CV à une agence de voyage thaïlandaise pour travailler comme guide, juste pour une saison. Donc, tu as étudié pour devenir ingénieur, mais t'as quand même envoyé ton CV pour être guide ou pour quel poste? Oui, en fait, les exigences dans les agences de voyage n'étaient pas très élevées. C'est-à-dire que même sans expérience de travail spécifique dans le tourisme, l'essentiel était d'être ponctuel, d'être responsable. Voilà, c'est ça. La langue anglaise? Les critères principaux. Oui, la connaissance de l'anglais pour pouvoir ici trouver un terrain d'entente avec les employés de l'entreprise. La formation, eh bien, tu sais, elle a littéralement duré vraiment 2 mois à peine. À certains endroits, j'ai observé des choses, j'ai exploré. Nous avons en fait nos guides thaïlandais, nos accompagnateurs thaïlandais. Et toi, tu fais office de lien entre eux. C'était ton premier voyage à l'étranger en fait? Oui, c'était mon premier voyage à l'étranger. En Thaïlande, quelles ont été tes impressions? En arrivant ici à Bangkok depuis une grande ville, j'ai été impressionné par l'ampleur de la ville. Les transports, les routes, les autoroutes rapides. C'est-à-dire que... Des échangeurs à 3 niveaux. Oui, je n'avais jamais vu ça auparavant. Je n'en avais jamais rencontré. Il y a aussi le métro aérien, le Skytrain. C'est aussi quelque chose d'inhabituel, des sensations indescriptibles. Des immeubles de grande hauteur, des gratte-ciels. Tu montes ça là sur l'un de ces gratte-ciels là-bas, sur une sorte de plateforme d'observation. Les vues sur la ville sont incroyables, grandes, à grande échelle. Mariage suivi, tradition thaïlandaise. Les traditions du mariage veulent que, voilà, le marié offre obligatoirement une dot, les parents acceptent la dot et, pour le mariage, imagine, la belle-mère envoie des invitations à 150 familles. Imagine donc, 150 familles ont reçu une invitation et dans chacune, il y a, disons, environ 7 personnes. Si une famille a reçu une invitation au mariage, elle ne peut pas refuser. Même si tu es malade, ta famille, tes proches doivent quand même assister au mariage sans toi. La famille, en arrivant au mariage, sort cette carte d'invitation et y glisse un billet. Le plus souvent, à nos mariages, les connaissances, amis, proches ou voisins mettaient un billet de 100 bahts. Toute la famille, imagine, 9 personnes arrivent et il n'y a qu'un billet de 100 bahts. C'est vraiment peu.
$1 par personne. Vraiment, vraiment très très peu. Et la prochaine fois que tu seras invité, en fait, par cette même famille que tu as invitée, tu ne peux pas refuser non plus. Tu apportes 100 bahts? Oui, et tu leur apportes à nouveau ces mêmes 100 bahts, tu les redonnes. Mais la dot pour la mariée, c'est Vassili qui l'a vraiment apporté. On peut dire que je vais demander la main de la mariée avec ma famille, mes amis, mes proches, chez les parents de la fiancée, et j'apporte une dot de 200 000 bahts. C'est pour ne pas avoir honte. C'est une somme importante, pas symbolique. C'est beaucoup d'argent, surtout pour un jeune couple. Et ce n'est pas facile, disons, de réunir cette somme et de tout offrir entièrement aux parents de la mariée. Il faut absolument que ce soit fait de manière ostentatoire pour que tous les proches, tous les voisins et amis voient bien que tout est exposé ainsi, de façon démonstrative, pour que chaque invité voit « Ah, le prétendant est aisé, donc nous sommes heureux de donner notre fille en mariage. » Tu as réuni 200? Oui, avec ma femme, nous avons rassemblé cette somme, afin de pouvoir la racheter à ses parents. Les rituels spéciaux étaient organisés avec les jeunes mariés. Nous sommes assis là, les paumes jointes, et on nous relie, tu sais, avec une sorte de cordelette qui entoure nos têtes. Nous sommes assis ensemble, tous les invités viennent, ils nous offrent des petites fleurs, attachent des rubans ici, tu sais, autour du poignet. Pendant 3 ans, nous avons d'abord vécu ensemble, économisé et mis de l'argent de côté pour pouvoir organiser un mariage somptueux. Là-bas, dans ce village, comment les gens ont-ils réagi en te voyant? Oui, je peux dire qu'ils étaient surpris, parce que pour eux, en principe, une personne blanche, c'est rare. Ici, on appelle les personnes blanches Farang. Pour les Thaïlandais, nous sommes des Farang. Pour eux, une peau blanche, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, d'inhabituel. Ici, Misha a des médailles scolaires pour des compétitions. Après les cours, il a lavé ses chars jouets et il va dans sa chambre. À l'école, on donne presque pas de devoirs à la maison, sauf parfois pour fabriquer un objet à partir de bouteilles comme celui-ci. Donc toi, ta langue maternelle, c'est le russe, elle c'est le thaï, mais pour Misha, c'est l'anglais. Oui, oui. Au moment où nous nous sommes rencontrés, c'est-à-dire que ses connaissances de base en anglais et mes connaissances de base en anglais nous ont permis d'établir un contact. Je pense que lorsque tu rencontres ta personne, tu trouves une compréhension mutuelle avec elle, même au niveau des pensées, des points de vue. Donc, avec l'enfant, vous communiquez en anglais. C'est justement grâce à cela que votre niveau d'anglais s'améliore? Oui, oui, bien sûr. Il a été élevé plus souvent par sa mère pendant que son père était au travail. Il s'est donc, disons, davantage imprégné de la langue thaïlandaise. C'est-à-dire qu'il a un niveau d'anglais de base, standard, et un peu plus de thaïlandais. En raison de mon absence ou peut-être d'un manque de temps ou d'attention, je suis tout de même très heureux qu'il parle anglais en plus du thaïlandais. En russe, il connaît seulement quelques mots ainsi que quelques phrases simples, mais disons-le, en réalité, ses connaissances restent limitées. Les parents ne prévoient pas d'inscrire leur enfant à des cours de russe. Ce n'est pas nécessaire. Il n'aura pas de pratique. Oui, en effet, si tu pratiques quelque chose, si tu communiques, tu en sais et comprends plus, tu retiens mieux, tu apprends en plus. Et la grand-mère, ça ne la rend pas triste, elle est venue mais ne peut parler avec son petit-fils. Oui, c'est vrai, la grand-mère, eh bien, elle est un peu peinée si quelque chose n'est pas compris, alors il faut un traducteur. Mais tu sais, maintenant c'est très pratique. Tu dictes littéralement sur ton téléphone via une application en russe et il te donne la traduction, puis tu peux envoyer un message vocal. Mamie Taxi contacté. Oui, oui, régulièrement, ils communiquent, même en notre absence, ils arrivent à se comprendre. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Cours à la table, où je te donne une fessée. C'est en anglais. Сложно представить драку здесь. Вообще агрессия какая-то моментально проходит. Ты подхватываешь от них вот этот позитивчик и тоже начинаешь улыбаться, даже когда тебе как бы что-то не нравится. Même quand quelque chose ne te plaît pas vraiment, j'écoute discrètement, en silence. Leur langue est vraiment marrante et amusante parce que tous les mots sont composés d'une, parfois peut-être 2 et rarement 3 syllabes, c'est-à-dire horora. Et ça c'est déjà 3 mots. Nous n'en aurions qu'un et ils peuvent transmettre l'info très rapidement. Et c'est avant tout la culture thaïlandaise qui m'a vraiment frappé. Ils sont toujours si calmes, posés, toujours souriants. Quand tu te retrouves dans cette société, tu te mets toi-même à sourire. On n'a pas envie de résoudre les conflits par la force. Même si quelqu'un te frappe, tu te dis « mince, je ne vais pas répondre par un coup ». Oui, en fait, la principale raison de ce calme, de cette harmonie, c'est le bouddhisme.
D'après les statistiques, 95% des habitants de la Thaïlande sont bouddhistes. Mais les Thaïlandais n'acceptent pas non plus tout sans rien dire si quelque chose ne leur plaît pas. C'est-à-dire qu'ils vont m'exprimer leur mécontentement. S'ils n'aiment pas une activité ou si, disons, tu empiètes d'une manière ou d'une autre sur leur espace personnel, si tu les déranges, ils te le feront forcément savoir. Pour les mêmes raisons bouddhistes, il y a peu de criminalité ici. Les Thaïlandais croient sincèrement et profondément que, pour toutes nos mauvaises actions, l'âme, en allant en enfer, sera forcément punie pour tout. Et la deuxième raison importante, ce sont les caméras. Le roi est plus important pour les Thaïlandais que leurs propres proches. Beaucoup de Thaïlandais ne savent même pas quand est l'anniversaire de leurs proches, et cela est considéré comme normal. En fait, les Thaïlandais ne célèbrent pas vraiment les anniversaires. Ce n'est pas important? C'est pas important? Qu'est-ce qui est important? Quelle fête? Eh bien, tout le monde connaît les fêtes bouddhistes. Par exemple, quand est né l'actuel roi, ou bien quel jour de la semaine est né le roi précédent, et la reine mère aussi. Donc, ce sont surtout en général des fêtes qui sont liées aux figures principales de l'État, des jours honorifiques, ainsi que diverses fêtes bouddhistes. En réalité, les Thaïlandais sont très propres, vraiment très propres. Ils sont prêts à prendre une douche plusieurs fois par jour, simplement pour rester propres et frais. Pour moi, maintenant, toutes ces mouches, l'insalubrité et la saleté ne me dérangent plus du tout. Je peux boire de l'eau d'une flaque après qu'un chien y soit passé, et ça ne me fera rien. Et tout ça, c'est juste un concours de circonstances. En ce moment, je suis une cure d'antibiotiques. Aucun microbe ne survivra en moi. Voilà le genre de paquet que je transporte avec moi. Voilà à quel point les histoires de déménagement à l'autre bout du monde peuvent être audacieuses. Je ne vous force pas à déménager, mais voyager sans avoir peur de ramener une quelconque maladie, je trouve ça vraiment génial. La semaine prochaine, je vais essayer d'en ramener une d'un autre pays. À bientôt.